Alors contrairement à certaines idées reçues, les militaires se sont toujours intéressés à la troisième dimension. Ils ont rêvé depuis toujours d'avoir des gens en l'air qui puissent au moins regarder les choses. On a inventé la première montgolfière en 1783 et dès 1794, l'armée française utilise des ballons à Fleurus. Bon, ça ne marche pas très bien, mais on les utilise. Mais le vrai défi, c'est le plus lourd que l'air. Et donc l'armée française aussi, par exemple, finance les travaux de Clément Ader, qui est peut-être le premier à avoir réussi à faire décoller un engin du sol, on n'est pas très sûr, en 1890. Mais en réalité, bon, le vrai premier vol piloté, il a lieu en 1903 aux États-Unis, c'est les frères Wright. Alors on l'appelle vol piloté, ils décollent, ils font du Razmod sur 200 mètres. Mais ça, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà une révolution. Mais dès le 1er novembre 1912, vous avez déjà quelqu'un qui imagine de larguer une bombe par air. Mais à la fin de la guerre, vous avez par exemple 148 avions en première ligne en France, qui servent à faire que de l'observation. À la fin de la guerre, il y en a 3600. Et entre les deux, la France a fabriqué 56 000 avions. Alors au début, ces engins ils servent à faire de l'observation. C'est un peu rudimentaire, il faut voler, et puis ensuite il faut revenir se poser, puis dire ce qu'on a vu. Puis très rapidement, certains bricolent des mitrailleuses qui mettent sur les avions ou qui vous emportent avec eux. Et le 5 octobre 1914, par exemple, vous avez le premier véritable combat aérien de l'histoire. Donc vous avez deux Français, un qui pilote et l'autre qui est debout avec une mitrailleuse et qui réussissent à abattre un avion allemand. Mais à la même époque, certains qui, tout en faisant des observations, amènent avec eux des briques qui balancent, ils en profitent pour les lancer sur les Allemands, puis après on imagine des grosses fléchettes, on tue un général allemand comme ça, puis après des obus, et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer directement des avions spécifiquement pour ça. L'innovation majeure, peut-être en la matière, c'est la radio. La radio sur l'avion. C'est-à-dire qu'à partir de 1915, on commence à mettre dans les avions d'observation des radios. Et donc les gens peuvent communiquer tout de suite ce qu'ils voient par radio, par morse en fait, et ça permet de régler les tirs d'artillerie. Mais bon, voilà, ça ne plaît pas beaucoup aux chasseurs, qui souvent d'ailleurs sont d'anciens cavaliers. Le commandement est un peu réticent. Français, il dit non, les priorités c'est l'observation des obus. Jusqu'au moment où arrive Verdun, la bataille de Verdun, février 1916, et ça c'est la première bataille aérienne de l'histoire. Et donc on est obligé de relever le défi, et donc on va concentrer sur Verdun la première grande unité de chasse française, avec uniquement des chasseurs, les meilleurs avions, les meilleurs pilotes de chasse français qui sont réunis, et on va gagner cette bataille au bout du compte et on va l'emporter sur les Allemands. Et là, c'est à cette occasion aussi qu'on s'aperçoit du rôle proéminent de certains pilotes, de ces as notamment. Les as, pour être un as, il faut avoir abattu 5 avions. On va dire un chiffre simple, vous avez 40 pilotes français, les 40 meilleurs pilotes français auront abattu pendant la guerre 20% des avions allemands. Et les 188 as français, ils auront abattu 40% des avions allemands. Donc vous avez une poignée d'individus qui règnent sur le ciel. L'as des as, qui est sans doute en réalité le meilleur pilote de la guerre, toute armée confondue, c'est certainement René Fonck, qui officiellement a abattu 75 avions allemands, pardon. En réalité, certainement beaucoup plus, parce qu'il y a des critères, ça ne se fait pas comme ça. Voilà, et vous avez d'autres, vous avez Nungesser, vous avez Guinmer, bien sûr, aussi, dont beaucoup meurent, en réalité. Ils sont très jeunes, ils ont tous moins de 25 ans, ces gens-là. Effectivement, vous avez de moins en moins de soldats dans les airs. Les avions de chasse, vous avez maximum 300. Je parlais de 3600 en 1918, il y a évidemment beaucoup moins maintenant, ne serait-ce que parce que voilà, on a des engins qui sont infiniment plus sophistiqués, plus coûteux. Et vous avez des gens aussi à l'intérieur qui sont des gens d'élite, des soldats d'élite qui sont extrêmement bien formés. Donc c'est un impact, du coup, c'est un impact aussi beaucoup plus grand. Le drone, c'est un instrument qui présente beaucoup d'avantages. C'est pas nouveau, on emploie des drones depuis en réalité très longtemps. Maintenant, voilà, on a des choses qui sont extrêmement sophistiquées et qui coûtent évidemment beaucoup moins cher qu'un avion piloté. Ça a des qualités propres, le fait notamment de pouvoir rester très longtemps sur une zone. Voilà, ça permet aussi de faire des choses sans risque humain. Enfin, ça risque humain pour ceux qui pilotent. Et donc oui, c'est une tendance future. Dans tous
dans tous les éléments du combat, y compris le combat terrestre, au sol, on introduit déjà depuis un certain temps des robots, des drones, des robots au sol, et puis des drones de plus en plus, quoi, de plus en plus petits même.